Bonsoir à tous, merci de suivre les programmes d'ITV et d'être au rendez-vous de La Totale, le magazine d'information de la rédaction d'ITV. Voici le sommaire. Trafic de passeports ou de faux billets, de plus en plus de scandales sont révélés par des vidéos compromettantes. Qu'en est-il de la protection des données personnelles? Où sommes-nous en train de perdre nos valeurs? Awa Diop et Augustin Mandang nous offriront des éléments de réponse dans le reportage. Puis nous serons en ligne avec le journaliste formateur Ibrahim Bahoum. Puis direction Saint-Louis dans Coin Éco. Objectif, analyser le potentiel économique de la région. Ensuite, direction le Mali pour diplomatie où le consultant Mohamed Mega nous éclairera sur la fin de l'opération Barkhane au Mali, les rumeurs de négociations entre le gouvernement malien et le groupe russe Wagner et les implications pour le Sahel. Ensuite, dans Bouillon de culture, Abdourahman Li explore l'apport des politiciens dans les débats scientifiques universitaires. Pour finir, la rubrique Bonne Semaine où la créatrice Aram Leimeng nous révélera son secret pour passer une bonne semaine. Trafic de passeports ou de faux billets, de plus en plus de scandales sont révélés par des vidéos compromettantes. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Et pourquoi de plus en plus de personnes censées représenter le peuple se retrouvent empêtrées dans des scandales en rapport avec l'argent? Awa Diop et Augustin Mandang nous donnent des éléments de réponse dans ce reportage. Sur la toile sénégalaise, c'est le temps des vidéos accablantes. Après les rappeurs Kilifeu et Simon trempés dans une sombre affaire de trafic présumé de passeports, l'ex-député Seydina Fall Bougazeli, arrêté il y a quelques mois avant de bénéficier d'une liberté provisoire, est au devant de la scène. Dans une vidéo de près de 2 minutes, l'ex-député est filmé en possession de billets noirs. La vidéo a fait le tour de la toile en quelques secondes. Et comment ce genre d'acte est-il devenu de plus en plus fréquent au Sénégal? Donc les outils de commission de ces dérives sont à la portée de tout un chacun. Nous savons aussi qu'il existe des problèmes de cybersécurité au Sénégal, ça nous tous nous le savons, aussi valable dans les autres pays, surtout en Afrique, parce que les systèmes d'information ne sont pas trop bien sécurisés, entre guillemets, et que les citoyens en général n'ont pas cette culture de cybersécurité. La sensibilisation fait défaut. Mais au-delà des limites de la cybersécurité, comment est-ce que la société sénégalaise, connue pour des valeurs comme la dignité et l'intégrité, s'en détourne pour donner place à une société d'exhibitionnisme? Ce n'est pas un problème de valeur, mais c'est un problème de personnes enclines à pouvoir capter ces valeurs. Donc il me semble que ce qui pose problème, c'est la déliquescence, c'est la chute de l'institution par devers laquelle on devait véhiculer ces valeurs-là, qui s'appelle la famille. Depuis que l'espace public a fini d'engloutir l'espace privé, depuis qu'on a eu du mal à faire une dichotomie nette, une distinction précise entre ce qui est intime et ce qui est public, depuis qu'on a fait la promotion de ce qu'on appelle le culte de l'exhibitionnisme, depuis que les réseaux sociaux sont apparus à travers nos différents champs sociaux, alors que nous n'ayons pas visiblement une culture appropriée à pouvoir l'utiliser. Depuis que... Pourtant, la loi sur les données à caractère personnel est bien en vigueur au Sénégal. Et pourtant, la vie privée de personnes se retrouve tout le temps sur la toile diffusée et partagée par des tiers. Qu'en est-il donc de son application? Au Sénégal, les fondements juridiques ne manquent pas, parce qu'en 2008, une loi a été votée sur la cybercriminalité, sur les données à caractère personnel, et cette loi a été actualisée dans le nouveau code pénal de 2016. Donc les injures, les calomnies, les diffamations, la collecte illicite de données à caractère personnel, soit des enregistrements, des vidéos, des photos, sans l'autorisation de la personne, sont punis par la loi. La famille dans sa globalité aurait-elle une part de responsabilité dans ce rapport sans limite avec l'argent? Affirmatif d'après le sociologue qui indexe aussi les médias d'avoir leur part de responsabilité dans cette situation. Il y a eu, si vous voulez, ce viol de l'intimité par nous-mêmes,
bien avant aussi de l'être par les autres. Depuis que la civilisation s'est transformée en une civilisation du m'as-tu vu. Depuis que les médias, la presse, s'intéressent à ce qu'on appelle le sensationnel, les soft news et les hard news. Depuis qu'on a commencé à parler de notion de buzz, depuis qu'on a voulu un peu donner à la célébrité une ampleur qu'elle n'a pas, depuis que vivre et passer inaperçu n'est plus devenu une valeur chez nous, depuis que le clin-clan et, si vous voulez, la célébrité à outrance et le buzz à outrance sont devenus à la limite des vertus incontournables dans le monde actuel et dans notre société actuelle moderne. Des députés, des membres de la société civile trempés dans des scandales en lien avec la corruption, avec des vidéos à l'appui, les ambitions démesurées guident malheureusement souvent les actions des personnes si l'on en croit le sociologue. L'absence de morale et le sentiment d'impunité en sont aussi les causes. Merci à Awa Diop et Augustin Mandang pour ce reportage. Nous sommes maintenant en ligne avec Ibrahima Bahoum, journaliste et formateur, pour développer un peu plus le sujet. Bonsoir Monsieur Bahoum. Je voulais savoir, en tant que doyen dans le monde des médias, quel œil est-ce que vous portez à cette nouvelle donnée qui sont ces vidéos qui mettent à nu des abus ou même des trafics de personnalités? Bonsoir tout le monde. Vous avez bien fait de faire référence à mon expérience professionnelle. C'est pour dire que ce voyeurisme ne date pas d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux l'ont amplifié, c'est vrai, mais c'est un processus qui est parti de loin. Vous devez être jeune à l'époque, peut-être, c'est dans le meilleur des cas. Et la page ou les pages qui étaient les plus lues dans les médias, les quotidiens sénégalais, c'était la page 2. Et qu'est-ce qui se faisait dans la page 2? C'était généralement des trucs de vie privée qu'on écoutait là. Et très souvent, des gens achetaient le journal, ne regardaient que la page 2, le reste de autrement dit, c'est la page où il y avait des trucs de vie privée. Ça a continué jusqu'à l'arrivée de l'Internet. Bon, certains ont voulu en profiter, mais les réseaux sociaux l'ont amplifié dangereusement parce qu'il faut savoir lire pour pouvoir accéder à la page 2. Donc, ceux qui accédaient à l'époque avaient entre le niveau très moyen et le haut niveau. L'Internet commence à s'ouvrir à tout le monde, mais c'était encore plus élitiste. Mais avec les réseaux sociaux, tout le monde peut accéder, tout le monde se dit que je peux donner ce que je veux. À ce moment-là, la tendance au voyeurisme qu'on avait s'est développée, première chose. L'autre chose, c'est, puisque nous prenons le prétexte de l'affaire Bougazeli pour ne pas nommer, il faut vous dire également que même là, remontons un peu en arrière pour dire qu'on a parfois vu dans les médias sénégalais des procès-verbaux d'instruction qui se passent dans un bureau du juge et on retrouve ça dans la presse. Et je n'ai pas connaissance, il y en a eu peut-être, mais moi je n'ai pas connaissance d'un journal qui a été condamné au Sénégal, même traîné devant la justice simplement, pour avoir diffusé des procès-verbaux d'audience. Donc c'était un problème. Parfois, on a l'impression que c'était l'enquêteur lui-même qui avait besoin de prendre une opinion à témoin pour se renforcer. De deux choses. Ou bien je me renforce pour que l'État ou que le pouvoir politique ne puisse pas s'immiscer pour changer l'ordre des choses, ou alors, parfois, c'est l'autorité politique elle-même qui avait besoin de ça pour pouvoir justifier, pour dire aux gens, voici cette personne, si je la poursuis, voilà la raison pour laquelle. Alors, troisième chose, si le justicier estime que la justice est trop lente, le citoyen estime que la justice est trop lente sur certains dossiers et que peut-être il y a des risques de manipulation derrière pour que tel ne paye pas, etc. Peut-être que le fonctionnaire, je dis bien peut-être que le fonctionnaire qui est sur le terrain, qui a fait son travail d'enquête, de recherche, etc., dit, voici un coupable présumé, je prends ce coupable,
on espère qu'il va y avoir une suite. Il n'y en a pas. Ce fonctionnaire, parfois, il a l'impression effectivement d'être abandonné ou par sa hiérarchie ou par quelqu'un d'autre. Et il veut montrer aux autres que non, que moi j'ai fait mon travail. Il prend l'opinion à témoin et il diffuse. Je ne suis pas en train de dire que c'est les gendarmes qui ont mis ça en ligne. Je ne sais pas qui a mis en ligne. Mais en tout cas, c'est une des possibilités que quelqu'un veuille prendre l'opinion à témoin pour qu'effectivement il y ait pression sur les pouvoirs, que les dossiers ne soient pas tués simplement parce que bon, c'est quelqu'un qui est proche du pouvoir ou qu'on accélère parce que c'est quelqu'un qui est au compte de pouvoir. Ça peut être raison. Mais qu'en est-il de la protection des données personnelles dans ces différents cas de figure, même pour peut-être sortir un peu du cas de Bougazeli, des différents cas où on a vu des vidéos faire surface sur Internet et qui mettent la vie privée de gens ou peut-être même des crimes au vu de tous? Mais c'est très grave tout ça. Et tous ceux qui enseignent le journalisme vous le diront, le droit à l'image de la personne, c'est quand même c'est quelque chose qui était là bien avant les réseaux sociaux, bien avant l'enquête. La personne a droit à son intimité, a droit à sa vie privée. Mais quand les gens se mettent à l'exposer dans la rue, parce que moi j'appelle ça dans la rue, l'Internet, les réseaux sociaux, c'est maintenant la rue. Quand les gens exposent dans la rue, qui peut-on condamner? Celui qui met en ligne, celui qui a permis de diffuser, etc. Normalement, en prenant le code de la presse, c'est le diffuseur qui est responsable. Mais même là, on ne devrait même pas en arriver ici. Maintenant, c'est une question de citoyenneté et simplement d'humain. Au nom de quoi, moi, je me mettrais à divulguer des images de quelqu'un, etc. Mais, il est arrivé dans une de mes classes, quand j'ai dit que je ne pouvais pas comprendre qu'on fasse ça, quelqu'un m'a dit, il y a une fille intelligente qui a répondu en disant, Monsieur Bahoum, vous ne savez pas, c'est qu'il y a des personnes qui font ça, c'est elles-mêmes qui cherchent le buzz de cette façon-là parce qu'il y a des prétentions, etc. Bon, c'est autre chose. Donc quand des gens en arrivent à cela, ce n'est plus une société civilisée, c'est simplement une société du profit, la recherche du profit. Mais au nom de la recherche du profit, on n'a pas le droit de violer la loi. Mais la loi est là. Si on ne l'applique pas, de deux choses, ou on commence à l'appliquer et ça va faire peur à d'autres, ou alors on dit que ils sont nombreux à faire le mal, on laisse. Mais si on laisse, c'est l'anarchie qui s'installe, l'insécurité pour tout le monde et le danger pour toutes les familles. On voit souvent l'organisation Jamra se plaindre du contenu de certains téléfilms et de séries. Est-ce que vous ne pensez pas peut-être que les journalistes, les médias devraient prendre en charge ce genre de contenu, la diffusion de ce genre de contenu? Voyez-vous, moi je vais vous dire une chose. Il est arrivé que les médias, ce qu'on appelle les médias classiques, eux-mêmes trouvent un intérêt à cela. Parce que si c'est la recherche maintenant du profit à partir du clic. Et les Sénégalais, puisque nous sommes pas au Sénégal, nous ne sommes peut-être pas les mais nous sommes au Sénégal, ont plus tendance à aller regarder des choses qui n'ont aucun intérêt du point de vue de la productivité, du point de vue de la paix, du point de vue de la citoyenneté, mais simplement parce que ça permet d'aller chercher des trucs vraiment le niveau très animal de nos sentiments ou de nos perceptions, et c'est ça que nous allons chercher. Donc les médias sont en train, je parle des médias maintenant classiques, traditionnels, sont en train de tomber dans le même piège, parce que la précarité dans l'entreprise, la précarité également, parfois pousse à rechercher par tous les moyens ce qu'il faut pour remplir les fins de mois avec le personnel, etc. On se retrouve à recruter du personnel qui n'en a pas le niveau, on se trouve à soi-même, parce qu'on n'est pas journaliste dans l'âme, mais on est juste un entrepreneur qui vient chercher de l'argent, en se disant il y en a quelque part. Si vous voulez, il y a uniquement pour l'argent, vous investissez dans la presse, et vous attendez à ce qu'il y ait des retombées. Et les retombées viennent du consommateur. Le consommateur, c'est qui? C'est celui qui vous regarde. Et celui qui vous regarde, vous dites que vous invitez des gens extrêmement responsables, comme il y en a que j'ai entendu sur le plateau. Ces gens-là, leur discours ne passe pas parce que ce qu'ils disent est très sérieux, très pondéré, mais d'autres préfèrent avoir des gens qui viennent faire énormément de bruit, qui vont faire des travers, qui vont dire des choses qui vont
extrêmement graves, mais ce sont ces gens-là qui vendent plus. Maintenant, on constate à ce moment la responsabilité. On est responsable ou on ne l'est pas. Quand on décide de faire, d'avoir une entreprise de presse, il faut d'abord savoir c'est quoi la presse. Quel est son rôle dans la société? Qu'est-ce que les gens que j'occupe, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Qu'est-ce que c'est qu'être journaliste? Qu'est-ce que c'est être technicien de la profession? Qu'est-ce que c'est qu'être cadreur? Qu'est-ce que c'est, etc. Tous les métiers il faut que des gens qui vont travailler dans ces télévisions, dans ces journaux, il faut qu'ils sachent d'abord vers quoi ils vont, qu'est-ce qu'on attend d'eux. La liberté fait pair avec la responsabilité. Vous les écartez, vous devenez dangereux, et pour vous et pour la société. Donc Jamra que vous convoquez, en parlant de contenu, Jamra fait un excellent travail de ce point de vue-là. Évidemment, il ne lui vaut pas que des amis, on le comprend, mais Jamra, effectivement, joue une fonction de veille extrêmement importante. Les contenus, ceux qui les diffusent sont responsables, ceux qui produisent sont responsables, mais si vous prenez une télévision en disant ceci alerte, le CNRA a dit ceci ne doit pas être fait, il faut faire, on coupe un signal, on a un truc. Cette même télévision, vous coupez son signal, elle va aller sur les réseaux sociaux avec d'autres plateformes digitales, avoir la possibilité de continuer à diffuser ce qu'elle diffusait en se disant pratiquement, bon, écoute, le doigt dans le nez, bon, vous avez coupé mon signal, faites-en ce que vous voulez, moi je suis toujours là. Et cette manière de fonctionner interpelle la République, interpelle le Sénégalais en général. Si nous voulons avoir la paix, si nous voulons avoir l'éducation qu'il faut pour nos enfants, pour la société sénégalaise, pour la famille, il faut absolument que chacun joue sa partition. Et ça commence effectivement par les médias que vous interpellez. Mais encore une fois, je répète, il faut que l'investisseur sache où est-ce qu'il met l'argent, en se disant que ceux qui vont chercher l'argent ne vont pas le trouver forcément dans les médias, mais que quand vous voulez être journaliste également, vous êtes journaliste, d'abord, avant d'être quelqu'un qui va chercher à s'enrichir. Parfois, on ne s'enrichit pas du tout. Aujourd'hui, dans Tranche de vie, nous nous plongeons dans le quotidien d'un député. Comment vivent-ils? Comment font-ils face à la pression sociale? Mamadou Lamine Fati est parti à Guédiawaye pour poser ses questions à Mika Ba, député de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Suivez ce reportage. On pourrait dire que Mika Ba est un député pas comme les autres. Son agenda est à cheval entre l'hémicycle et la famille. Le député de Benno Bokk Yakaar, membre de l'APR qu'il représente dans le département de Guédiawaye. Mika, comme l'appellent les amis, a un regard sur la vie du député au Sénégal. C'est un sacerdoce, parce qu'il suffit quand même de prendre en compte toutes les préoccupations des populations. Et ça, c'est vraiment énorme et c'est un peu difficile, parce que des fois tu peux poser des problèmes de la communauté et que les dispositions financières ou bien autre chose n'est pas là et que souvent les problèmes ne sont pas réalisés. Et souvent ça fait mal à un député, parce qu'un député quand même veut régler les problèmes des populations et en réalité on est élu pour ça. Le quotidien du député est rythmé entre l'hémicycle, les réunions et les séminaires d'information, nous dit Mika Ba. Au-delà de l'hémicycle, le député, il y a quelqu'un qui le disait, c'est un œuvre sociale ambulant. Parce qu'en réalité, les gens pensent que le député, il a un budget, ou bien il a beaucoup d'argent. Et alors qu'en réalité, le député, c'est comme un fonctionnaire. Il n'a que son salaire. Et souvent, les sollicitations dépassent le salaire. Et quand tu dis aux gens qu'actuellement, je ne suis pas à mesure de régler le problème parce que je me suis confronté à des problèmes financiers, ils ne te croient pas. Parce qu'en réalité, pour eux, tu es là, tu as un budget, tu dois toujours régler le problème. Et c'est normal, parce que aussi, les populations ont des besoins à satisfaire. Souvent, quand ils ne peuvent pas le régler, ils vont vers les autorités politiques. Et souvent, c'est le député qui est le plus visé pour résoudre certains problèmes. La vie d'un député rime avec pression sociale. Mika Ba le vit au quotidien. Au Sénégal, il y a tellement d'événements. Dans chaque mois, tu as à peu près 2 événements.
Vous avez cité quelques événements. Et ça, c'est des événements religieux, des événements des musulmans. Mais il y a les événements des chrétiens aussi. Mais il y a aussi des programmes tels que les conférences, peut-être avec la pandémie, c'est un peu réduit. Il y a aussi, les programmes des écoles, l'éducation et la santé, et les ordonnances, comme vous venez de le dire, voilà, les magal et tout. Bon, souvent, on est confronté à des difficultés pour satisfaire quand même la demande sociale. Et que le député, comme je l'ai dit tantôt, le député n'a que son salaire. Et le salaire, tout le monde sait ici un salaire d'une personne, même si c'est à 5 millions, voire même 10 millions, souvent, ça ne suffit pas. Parce que tu as tes proches, tes voisins, tes parents, les gens qui t'accompagnent sur le plan politique. Hein, toutes ces personnes-là, tu dois les aider à régler certains problèmes. Alors que souvent, ce n'est pas le cas parce que tu n'as pas les moyens financiers pour le faire. Pour vivre en harmonie avec la société sénégalaise, le député membre de l'APR lance ce message aux députés et à la population. Vraiment inviter à mes collègues députés de faire ce qu'ils peuvent faire en réalité. Il ne faut pas être dans l'imaginaire ou bien faire des choses que tu ne peux pas faire. On ne peut pas régler tous les problèmes. Mais essayez quand même de rester dans un cadre sain, d'avoir une mentalité vraiment posée et aussi savoir que on ne peut pas régler ce qu'on ne peut pas régler. Donc vraiment, je lance un appel non seulement aux députés, comme je l'ai dit, mais aussi aux populations, vraiment d'avoir une certaine compréhension aux honorables députés. Vivre une vie modeste et heureuse n'est pas simple pour un député. La pression sociale est inhérente à sa mission. Pour vivre en harmonie avec ses convictions, ce député, membre de la mouvance présidentielle, préconise une bonne communication avec la population et une vie à la hauteur de ses moyens. La région de Saint-Louis se positionne pour être le grenier du Sénégal. Momar Alice et Mokasek sont allés dans la région pour nous proposer ce reportage qui explore les secteurs du tourisme, de l'agriculture et de la pêche. Suivez le reportage. Saint-Louis du Sénégal, région abritant la première capitale du Sénégal et de l'Afrique occidentale française, est dotée d'importants avantages sur le plan économique. C'est une région qui a l'ambition d'être l'un des poumons du Sénégal. J'allais même dire l'un des greniers du Sénégal du point de vue de ses atouts. De par sa situation géographique, la région du fleuve, devenue aujourd'hui la région de Saint-Louis, connaît un essor économique facilité par une forte présence de l'eau. Ici, on a des cours d'eau. C'est une chose, c'est un atout, mais il faut savoir aussi rendre ces ressources accessibles aux acteurs qui doivent les utiliser, qui doivent les mettre en valeur. Et là, il faut beaucoup d'investissements en termes donc d'amener de l'eau, de création de réseaux de canalisation, etc., pour pouvoir aménager de grandes superficies. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont passés, qui ont permis, au-delà des aménagements au niveau du delta, qui est proche donc du fleuve, mais aujourd'hui l'eau est en train d'être tirée pour alimenter donc une bonne partie du Djeri à travers donc en tout cas le bassin versant naturel qu'on est en train donc de mettre en valeur pour doter le maximum donc de ressources en eau à des territoires qui en ont besoin. Cette présence de l'eau fait que la pêche est considérée comme le poumon économique de la région, car nourrissant bien ses acteurs. C'est un secteur qui nourrit bien son homme. Toutefois, il y a des contraintes, en tout cas, qui menacent ce secteur-là par rapport au changement climatique avec la rareté de la ressource. Mais cela aussi est lié à la démographie. Mais si on regarde en général le pêcheur, les revenus moyens des communes, en tout cas des ménages de pêcheurs, c'est relativement en tout cas significatif par rapport aux Saint-Louisiens moins. Donc le pêcheur n'est pas considéré comme faisant partie de la catégorie des populations pauvres. Saint-Louis, c'est également une forte concentration d'activités agro-pastorales,
même si d'aucuns pensent que les ressources sont encore sous-exploitées dans ces secteurs. C'est une région où les terres sont disponibles. Saint-Louis est une région favorable à l'agriculture. Saint-Louis également est une région d'élevage. Nous avons de grandes étendues de pâturage. Nous avons également beaucoup, en tout cas, d'output en termes donc, de production agricole. Donc Saint-Louis, du point de vue en tout cas des activités du secteur primaire, Saint-Louis doit pouvoir se positionner pour nourrir le Sénégal et même au-delà du Sénégal. Évoquer les atouts économiques de la région de Saint-Louis, c'est également parler de l'apport du secteur touristique. La teranga saint-louisienne est là, fait partie des éléments qui rend de plus en plus attractive cette région. Mais si on en juge aux performances du secteur touristique, on n'a même pas encore exploité les 10% du potentiel de la région de Saint-Louis en matière touristique. Si vous faites le tour de la région, je ne parle pas seulement de la région, de la partie du département de Saint-Louis, où avec la frange maritime, vous avez vraiment des sites extraordinaires, avec des plans d'eau que vous ne pouvez même pas imaginer, avec une végétation splendide, une faune, etc. Mais vous entrez à l'intérieur de la région, avec le patrimoine historique, le patrimoine culturel, extraordinaire, qui demande à être valorisé davantage. L'envol du secteur économique de la région nord du Sénégal pourrait s'accentuer si les populations se préparent minutieusement par rapport à l'exploitation prochaine du gaz au large de Saint-Louis. C'est aux Saint-Louisiens, aux autorités locales, aux acteurs de la société civile de s'organiser pour réfléchir sur quels doivent être les métiers émergents liés à l'exploitation de ces ressources et quelles vont être également les nouvelles demandes en termes de besoins, en termes de consommation. Alors pour parler des atouts économiques de la région de Saint-Louis, je suis rejoint sur le plateau par M. Mamoudou Ndiaye et le professeur Mamadou Gueye, territorialiste, consultant au PNUD et directeur général de l'Institut africain des politiques commerciales. Bonsoir messieurs. Oui, bonsoir Gabar. Bonsoir donc professeur Gueye. Nous avons le plaisir d'avoir suivi justement cet élément sur Saint-Louis, qui est aujourd'hui l'objet de notre propre curiosité au plan économique. Alors, on dit il y a des terres, il y a de l'eau à profusion à Saint-Louis, je veux dire la région. Mais donc c'est un peu le nirvana. Alors, avant de commencer, je vais d'abord remercier M. Ndiaye, remercier votre équipe, remercier ITV pour m'avoir offert cette possibilité de venir partager. C'est pour vous. Je suis M. Gueye Mamadou, un territorialiste, quelqu'un qui travaille sur le territoire. Donc depuis presque une vingtaine d'années, entre Moscou dans la pêche avec un DVO, un doctorat vétérinaire oceanographe, je suis parti faire l'étude du territoire avec le développement régional au Canada pendant presque 5 ans avant de revenir au Sénégal enseigner dans les grandes écoles. Maintenant, ce territoire est à d'abord comprendre. Le territoire de Saint-Louis. Le territoire de Saint-Louis. Saint-Louis est un territoire, mais il est un territoire parce qu'il a des marqueurs territoriaux. Et ces marqueurs-là, il faut les identifier. D'abord, c'est la terre, sa superficie, mais c'est aussi l'existence de l'eau, les bassins versants, mais c'est aussi l'existence de l'océan Atlantique, mais c'est aussi les possibilités de ressources naturelles que nous avons, et des ressources, n'est-ce pas, actuellement même gazières, que nous venons de découvrir offshore, qui sont là. Donc, ce territoire-là est un territoire multipolaire. Il y a différents pôles qui sont des pôles agricoles, des pôles touristiques, des pôles halieutiques, des pôles industriels, des pôles culturels, des pôles d'élevage, différents types de pôles. Maintenant, comment interconnecter ces pôles-là? Nous avons la chance. La chance, c'est quoi? Nous avons un grand fleuve qui fait plus de 1800 et quelques kilomètres. Ça, c'est un. Et dans ce bassin de fleuve, nous avons plus de 300 000 hectares de terre disponibles, irrigués et irrigables toute l'année. Toute l'année. On n'attend pas une journée de l'année. Sur les 365, je peux irriguer chaque jour. Bon. Deuxièmement, j'ai une université qui est à côté avec des laboratoires en gestion, en économie et tout. Donc qui permet de faire de la réflexion, de faire des développements et d'accompagner. Mais nous avons le capital humain. C'est ça. Des jeunes, des femmes, des civilisations qui sont extrêmement fortes. La civilisation saint-louisienne,
C'est une civilisation connue. C'est des gens qui sont les premiers à connaître et à rencontrer l'Européen, ouvert vers le monde du développement. Donc c'est des gens qui sont en avance sur la compréhension des territoires industrialisés. Donc l'ensemble de ce potentiel, c'est plus que nirvana. Il suffit tout d'une étincelle pour que tout prenne. C'est-à-dire nous pouvons partir de Saint-Louis, de ce chapeau que nous avons, la tête du lion, que nous avons au-dessus là, de Saint-Louis à Caille, partant de ce fleuve, partant de son bassin pour créer le développement du Sénégal. Je ne dirais pas le grenier, comme le président de la RD le dit. Non, c'est trop petit ça. C'est pas le grenier, c'est plus que ça. C'est un pourvoyeur d'emploi, c'est un pourvoyeur de devises, c'est un pourvoyeur de développement durable dans différentes chaînes de valeur. Alors il y a une image frappante qui avait été développée dans les temps anciens. On disait que si tout cela se développe de façon très cohérente, la région de Saint-Louis serait la Californie du Sénégal. Alors, est-ce que c'était plus travailler l'imaginaire ou bien c'était alors vous savez, dans le temps, dans les années 80, quand on parlait de la Californie, les gens passaient de la Silicon Valley dans les développements des TIC, dans le développement des ordinateurs. Saint-Louis, moi je dirais que c'est plus que ça. Moi j'ai regardé vraiment Saint-Louis, non pas dans son développement technologique uniquement, mais c'est l'appropriation des ressources du territoire et des offres territoriales qui ferait de Saint-Louis ce que le Sénégal sera demain. Le Sénégal a besoin de quoi? Le Sénégal a besoin de se nourrir. Le Sénégal a besoin de loger ces gens, ces jeunes. Le Sénégal a besoin d'accompagner ces jeunes à l'école. Le Sénégal a besoin d'avoir une bonne santé. Le Sénégal a besoin de créer de la valeur et des devises au niveau international, au niveau mondial et global. Mais en plus que cela, le Sénégal doit s'imbriquer et s'arrimer dans la ZLECAf qui va démarrer bientôt le 1er janvier 2021. Okay. Mais retrouvons d'abord... Et le Saint-Louis, Saint-Louis nous donne cette chance-là. Très bien. Retrouvons d'abord la cohérence territoriale. Saint-Louis est un pôle, l'avez-vous dit, mais à l'intérieur de Saint-Louis également, il y a donc, disons, des aspects multipolaires. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des investissements lourds dans la région, notamment pour ce qui est de l'édification des barrages. Oui. Mais les barrages sont terminés depuis belle lurette. On n'en parle même plus d'ailleurs. Qu'est-ce qui explique que soudain, on se silence autour justement des barrages, alors que ça devait être l'ossature du décollage économique justement vous savez, souvent les gens se trompent. Oui. Les capacités énergétiques sont incontournables dans le développement. Mais l'appropriation des offres d'un territoire, ce n'est pas les infrastructures, c'est la superstructure territoriale. C'est les gens qui sont dans le territoire, organisés en groupement, organisés en association, organisés en collectivité territoriale, avec l'État qui arrive à transformer un territoire. Une innovation territoriale n'arrivera jamais dans un pays à partir d'infrastructures. Les barrages sont là, Diamant, Manantali, tout ont été bien construits. L'OMVS a fait le maximum de son travail dans ce domaine. Mais aujourd'hui, avec les études environnementales que nous avons, les barrages détruisent aussi l'environnement et font des problèmes dans la gestion durable de l'environnement. Alors, parce que c'est des questions qu'il faut regarder aussi. Ces infrastructures sont-elles des éléphants blancs? Plus que ça, je dirais. Parce qu'à long terme, quand on regarde un barrage, on a bloqué une voie d'eau pour régler un problème énergétique. Mais en bloquant une voie d'eau, on est en train d'asphyxier un ensemble d'êtres vivants, on est en train d'asphyxier un ensemble de ressources halieutiques et aquatiques, on est en train de changer les cours et les courants, et ça peut faire des effets à long terme sur le développement, n'est-ce pas, de la côte et du pays. Mais les après-barrages devrait régler deux problèmes, professeur. Oui. Le premier, c'est de stopper justement la progression donc, de l'eau salée. Oui. Ça, c'est un aspect. Oui. La deuxième chose maintenant, c'est de permettre également une navigabilité du fleuve de Saint-Louis jusqu'à Bakel, au-delà même peut-être vers Caille. Et ensuite maintenant de permettre à cette terre désaliniser, d'être mise maintenant en exploitation, peut-être avec des moyens plus accrus. La grande question qui se pose, c'est que même si je désalinise, est-ce que j'ai maîtrisé ce qui n'est pas encore salinisé? C'est la grande question. C'est bien que je parle de désalinisation, mais maîtrisons ce qui n'est pas salé. Nous avons un bassin qui est là, irrigable. Et nous avons de l'eau qui est de l'eau naturelle. 365 jours sur 365. Il suffit de mettre en place des systèmes simples, pas des systèmes compliqués au Sénégal, des systèmes simples d'irrigation. Former les gens en petits groupements, les permettre, les capacités, les accompagner dans de petits financements pour sortir le riz que nous mangeons dans ce pays-là. Le Sénégal peut ne plus dépendre de n'importe quel pays au monde pour manger son riz. C'est lui pour nous fournir le riz que nous voulons. Très bien. Mais il faut que ça soit organisé, il faut que ça soit traité, mais il faut qu'on respecte aussi les normes internationales et les standards de production de ce riz-là. Il ne faut pas que ça soit un riz qu'on traite comme on veut. Alors où se situe le blocage alors? Le blocage se situe à un niveau d'abord institutionnel, deuxièmement à un niveau d'organisation, un niveau de gouvernance et un niveau de leadership. Moi je pense qu'il faut un leadership régional, un leadership de gouvernance institutionnelle, un accompagnement des populations dans
une appropriation des offres que Saint-Louis a pour faire de Saint-Louis non pas uniquement le grenier, mais plus que le grenier du Sénégal, parce qu'il va donner du champ à la fourchette tout ce que nous voulons en matière de produits maraîchers, mais il va donner et la volaille, et les bœufs, et les vaches, et les moutons, et tout ce que nous voulons, parce que en faisant du développement intégré, nous pouvons avoir une zone intensive d'élevage dans ce pays-là, en tampon avec un pays qui n'achète que le lait, qui est la Mauritanie. Ok, mais l'aménagement du territoire, qui est une politique publique d'État, qui a conçu effectivement cela pour voir la cohérence qui pourrait être opérationnelle entre les différentes régions selon leurs propres atouts. Saint-Louis est une région, donc, dites-vous dans vos propres lunettes, polaire, avec beaucoup d'opportunités, n'est-ce pas, une mise en cohérence maintenant qui pouvait permettre à la région d'éclore ses potentialités et de permettre même, vous avez fait un clin d'œil à la Mauritanie. Est-ce que cette politique de l'ANAT renforce la visibilité et même peut-être aussi l'efficience de la région de Saint-Louis dans la dynamique et dans le développement? Moi, je pense que depuis presque, il faut dire, oui, depuis les années 80, jusqu'aux années 90, le Sénégal a conçu un plan national d'aménagement du territoire, qui n'a jamais servi. C'était toujours dans les tiroirs. C'est à partir des années 90 que les gens ont commencé à sortir le travail pour refouetter le travail et refaire du travail. Mais tout est à l'heure de la NAT actuelle. Tout à fait. La NAT est partie faire le PNADT cette fois-ci. Non pas le plan, mais le plan national d'aménagement et de développement du territoire. Donc, s'approprier les offres territoriales. Et moi, j'ai regardé la cartographie territoriale qui a été faite. J'ai regardé les expertises qui ont été développées en ce sens-là. Et je salue d'ailleurs, n'est-ce pas, tout ce que Mamadou Djigo et avec son équipe Serindia et tout le monde sont en train de faire. C'est très bien, mais il faut les accompagner. Même si l'ANAT sort l'ensemble des schémas d'aménagement, même si l'ANAT fait le maximum du travail qu'il faut, si l'ANAT n'a pas les moyens qu'il lui faut, l'ANAT ne va pas avancer dans la mise en œuvre de son PNADT. Et moi, je pense que le grand quoi de gouvernance globale à ce niveau, c'est que l'ANAT même ne doit pas dépendre d'un ministère. Première chose, l'ANAT ne doit pas être dans un ministère qui est le ministère de la gouvernance locale. L'ANAT devait être à la primature, dans une primature à la présidence, à cheval sur l'ensemble des secteurs d'activité. On aura peut-être d'autres occasions de parler justement de l'aménagement et certainement inviter les gens de l'ANAT. Mais ici, c'est simplement pour faire ressortir les potentialités justement de la région de Saint-Louis. Oui. Vous avez parlé de la Mauritanie qui pouvait être aussi un pays sans doute importateur des produits venant de Saint-Louis. Mais maintenant, du point de vue industriel, Saint-Louis également est assez bien doté puisque voilà, il y a des industries de sucre, il y a des industries de la tomate, il y a d'autres industries également de transformation des produits du cru. Mais là également, il y a peut-être une mise en cohérence qui est nécessaire, ne serait-ce que pour donner de Saint-Louis une polarité industrielle. Moi, je pense que dans le cadre des pôles territoriaux de développement que le Sénégal veut créer, Saint-Louis doit être un pôle phare. Les gens ont démarré avec le pôle sud, mais je pense que le pôle nord, ce pôle-là est un pôle incontournable. Il faudrait que les gens l'acceptent. Vraiment, il ne faut pas qu'on perde du temps. Parce que si vous avez le soleil, si vous avez l'eau, vous avez les bras, vous avez les trois éléments pour travailler la terre. Le territoire d'abord, c'est l'espace, c'est la terre. Nous l'avons dit, la terre. Qu'est-ce qui va rester? Les chaînes de valeur. Quand on parle de l'agriculture, moi, ce n'est pas l'agriculture qui m'intéresse, c'est l'ensemble des dérivés des produits agricoles et les petites industries qui sont là-dedans, qui créent de la valeur, et par effet de flux, va créer une économie locale. Pour les départements, pour les mairies, pour les communes et pour tout le monde, et pour l'État. Mais deuxièmement, si on prend par exemple l'industrie du lait, je fais un clin d'œil à Bagoré Bachili. Je dis Bagoré, félicitations. C'est un jeune de Richard Toll qui a fait les grandes écoles, qui a fait le vétérinaire, qui a regardé un modèle, qui est venu mettre le modèle en marche, en rapport avec les populations pasteurs à côté, il les a accompagnés, les éleveurs. Aujourd'hui, il fait son dolima, bien un lait de qualité. C'est très bien. Oui, ne citons pas des produits, peut-être bon, ça a un caractère commercial, peut-être qu'on peut simplement se limiter aux innovations. Mais de quelle force dispose justement aujourd'hui la région? Ne serait-ce que pour la mise en cohérence de tout cela et ensuite pour renforcer le pôle industriel dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que quand même, si toutes ces productions-là peuvent sortir de Saint-Louis, elles ne peuvent pas simplement être justement des productions brutes. Il faut les transformer, il faut de la manufacture. Voyez-vous sans doute l'arrivée, l'apport de la manufacture dans la région pour une implantation plus... Monsieur Ndiaye, moi je veux être très clair. Si le gouvernement du Sénégal ne va pas en charge sérieusement la question de la zone nord, tôt ou tard, cette zone va tomber entre les mains de grands industriels et de grands agriculteurs et de grands industriels du monde, parce qu'ils sauront que c'est là une niche de création de valeur réelle. Qu'aurait à faire l'État? Donc l'État doit s'approprier tout de suite de l'ensemble des métiers, de la pêche, du tourisme, de l'agriculture intégrée, de l'élevage, de la culture, parce que Saint-Louis c'est culturel, c'est pas n'importe quoi. Autrement dit, l'État devait se substituer aux acteurs. Non, pas se substituer, mais
se mettre devant et tirer dans un leadership les groupements, les associations, les gens, et les amener vers ce territoire-là. Moi, par exemple, tous ces jeunes qui circulent à Dakar, je vais être clair, tous ces jeunes qui sont dans les Navétanes à Dakar, si Macky Sall m'appelait aujourd'hui, je te confie tous les gens des Navétanes, je prends tous les gens des Navétanes et je vais aller à Saint-Louis. Et le Sénégal, dans 5 ans, va gagner beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Très simplement. Alors, parlons maintenant du tourisme, qui est aussi un autre aspect très important pour la Saint-Louis. D'abord parce que Saint-Louis, je pense qu'il est inscrit au patrimoine de l'humanité, c'est important. Mais en même temps aussi, peut-être, il y a aujourd'hui le pôle culturel et ici le pôle culturel, parce que quand même, n'oublions pas que El Hadj Malick Sy est originaire justement de la région de Saint-Louis, Cheikh Oumar Tall est originaire de la région de Saint-Louis, et d'autres figures maraboutiques également ont des ancrages justement dans la région. Donc je pense que du point de vue touristique, la région pourrait renforcer son attractivité si elle développait effectivement ces aspects-là. Mais je vous remercie. Moi je pense que Saint-Louis, sans sa territorialité, et ses territorialités, c'est un problème. Saint-Louis a ses territorialités. En dehors des aspects touristiques qui sont liés au type d'architecture, des architectures du XVIIe, XVIIIe siècle, en dehors de ces rues, ces types de rues, ces types de constructions, en dehors des types de cultes que nous avons, et l'enseignement coranique, et l'enseignement, n'est-ce pas, ecclésiastique, qui était toujours là, depuis très longtemps, bien avant les autres pays africains, il y a un autre aspect qui est extrêmement important. Saint-Louis a de l'exotique pur. Les plages saint-louisiennes, de Cap Saint-Louis, les plages saint-louisiennes, de Gokhombath, de la langue de Barbarie, de Gokhombath et de Guet-Ndar sont sérieusement vastes et vendables et c'est du concret, c'est du factuel. Moi je pense que Saint-Louis n'a pas à aller chercher quoi que ce soit. Saint-Louis doit uniquement transformer ce qu'il a entre ses mains pour faire de l'or. De suite. C'est très simple. Ce qu'il faudra, c'est qu'il faudrait que les gens prennent conscience de ce qu'ils ont devant eux. Mais la ville fait face aujourd'hui aux outrages justement de la mer qui défigurent non seulement peut-être les côtes, mais en même temps pulvérise les habitations. Est-ce que le changement climatique n'est pas un danger permanent pour la ville de Saint-Louis, qui fut sans doute une ville très hospitalière? Pour être très franc, le climate change, les changements climatiques sont partout dans le monde. D'accord. Vous allez en Californie, vous allez à Los Angeles, vous allez à Eastern New York, vous allez à New Jersey, vous allez en France à la côte d'Azur. Partout, il y a les érosions qui se passent. C'est un phénomène global de la fonte des calottes polaires. Ça, c'est pas Saint-Louis, c'est la fonte des calottes polaires qui vont dans les bassins versants. Maintenant, quelles sont les méthodes de résilience et quelles sont les approches que le Sénégal et son gouvernement et ses acteurs développent pour pouvoir garder Saint-Louis intact? Parce que Saint-Louis est agressé. Et bientôt, bien sûr, nous allons vivre si on ne fait pas attention, nous allons vivre une catastrophe environnementale. La langue de Barbarie est en train de souffrir. C'est ça. Les spécialistes ont dit c'est inéluctable le changement climatique, mais maintenant il faut s'adapter. Donc résilience, mais aussi adaptation. C'est-à-dire aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas faire face au phénomène, on s'adapte au phénomène. Autrement dit, quand on dit nécessité de déplacer des populations, il faut que les populations comprennent la nécessité justement de se déplacer. Mais que les politiques expliquent clairement et avec beaucoup de sens d'à-propos pour que les populations aussi s'approprient ces politiques de déplacement. Vous êtes quand même en train de faire ce qu'on appelle la stratégie d'approche du territoire. Un territoire, quand vous voulez regarder un territoire, il faut le regarder à 3 niveaux. Il faut le regarder dans son infrastructure, ce qu'il a, mais il faut regarder dans sa spécificité et il faut le regarder aussi dans ses territorialités. Vous avez regardé les 3 points. Le territoire dans ces 3 aspects sont incontournables. Le cadre socio-historique, on le connaît, une ville culturelle, une ville, n'est-ce pas, séculaire, avec vraiment son architecture et ses marabouts, et aussi ses métis et tout ce qu'il faut. Mais aussi une ville qui a, une région qui a des richesses réelles dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le tourisme et autres, mais aussi qui a son université, qui a ses compétences, qui a son intelligence et tout. Et c'est il faut que ce terreau-là soit un terreau qui soit vraiment bien utilisé, un maillage pour faire du développement dans cette région, au profit de sa région-là et au profit du pays. Voilà, merci beaucoup. En diplomatie, nous parlons aujourd'hui de la situation dans le Sahel, plus particulièrement au Mali, où les autorités françaises ont annoncé la réduction des troupes françaises sur le territoire malien d'ici 2023, qui devait être réduite de moitié. Nous sommes en ligne avec Mohamed Maïga, consultant et directeur général du cabinet Alibert Conseil. Bonsoir, monsieur Maïga. Bonsoir. Les autorités françaises vont réduire leurs soldats au Sahel, notamment l'opération Barkhane qui prend fin. Comment est-ce que les Maliens voient-ils cette annonce?
Bien, je pense qu'il faut contextualiser tout cela en rappelant que il s'agit bien d'une décision qui a été prise il y a bien un petit moment, en fait, par dans le lien avec les autorités françaises et les autorités et les chefs d'État du G5 Sahel. Il y a un petit moment déjà. Et il faut rappeler aussi que au niveau du Mali, il y a assez importante du sentiment souverainiste. Il faut mettre dans ce cadre-là aussi des éléments comme l'évaluation de la présence française au Mali avec Barkhane et préalablement Sterval. Et tout cela se cache un peu avec aujourd'hui une volonté des autorités clairement affichée d'aller avec différents types de partenaires, qui ne vient pas forcément évoquer le fait que la France ait voulu partir toute seule, mais ce sont des choses qui ont été évoquées avec les chefs d'État du Sahel. Et effectivement, ce n'était pas encore ce gouvernement qui était là au Mali, mais aujourd'hui, la volonté soufflée au Mali, effectivement, de voir la France partir. Et ça, je pense que c'est caché à personne, l'actualité. Mais il faut mettre en avant le fait que ça se justifie pas trop à plusieurs égards. Parce qu'il faut mettre en avant le fait qu'il y a une historique de la coopération entre le Mali et la France, qui est une coopération stratégique qui date déjà de plusieurs décennies. La France reste aujourd'hui encore le deuxième fournisseur du Mali, après des pays comme le Sénégal, la Chine, la Côte d'Ivoire ou le Bénin. C'est aussi le premier bailleur bilatéral du Mali après les États-Unis. Donc le deuxième investisseur dans le privé, voilà, c'est aussi un pays stratégique pour la France. Et tout cela ne se résume pas sur le plan uniquement sécuritaire, mais aussi sur un plan économique beaucoup plus abouti. Le Mali était en 2019 le premier bénéficiaire de subventions de l'AFD avec 63 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, techniquement, sur le sol malien, la France est impliquée à plusieurs échelons dans la coopération, au niveau de la coopération sécuritaire, avec au niveau de la formation, les UTM, au niveau de la formation des armées. Le CAP et le CAP Sahel au niveau de la sécurité intérieure, de la formation des agents de la sécurité intérieure, l'école de maintien de la paix, Blondembey, tout cela sont des éléments de la coopération militaire et aussi la coopération humaine entre le Mali et la France. Aujourd'hui, la tension est difficile à séquencer parce que il y a un certain nombre de points de crispation. Il y a le premier point de crispation qui attire toute l'attention. Aujourd'hui, c'est effectivement Kidal et aussi globalement les résultats des forces françaises présentes au Mali, que les Maliens et les autorités maliennes jugent insuffisantes et que la France justifie aussi avec ses moyens. Mais il y a aussi un autre point, il y a aussi un point prospectif, une incompréhension prospective qui est très profonde et qui me semble aujourd'hui le point le plus important dans tout cela. Parce que la France juge que le Mali est un pays qui risque de pencher du côté islamiste, c'est qui n'arrange pas forcément les intérêts français, pas seulement au Mali, mais aussi autour du Mali, avec des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, qui sont aujourd'hui des pays menacés par ces questions islamistes et du terrorisme. Et donc la France essaye de rester au Mali. Pour moi, pas uniquement pour des questions uniquement stratégiques au Mali tant que tel, mais aussi pour un peu empêcher qu'il y ait une diffusion en fait de ce problème-là dans un certain nombre de pays. Parce qu'aujourd'hui, on voit effectivement qu'il y a certains axes qui sont attaqués, comme l'axe économique entre le Sénégal et le Mali, qui est aujourd'hui un axe stratégique très important au niveau économique de l'approvisionnement, puisque le Mali est un pays d'importation. Aujourd'hui, cet axe est attaqué. C'est pour un peu essayer d'étouffer, mais qui sait si on se retrouve après avec une diffusion en fait de ce terrorisme et de ces différentes tendances extrémistes au niveau des autres pays frontalières au Mali. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles
la France essaie de rester. Mais les autorités maliennes ne partagent pas cette approche prospective, parce que les autorités maliennes aujourd'hui, la transition malienne essaye de refonder. Donc, on n'est pas sur les mêmes bases prospectives. Les autorités maliennes sont dans une dimension de refondation de l'État, alors que les autorités françaises, les Français qui sont présents à elle essayent d'empêcher une diffusion avec leurs moyens, même si les Maliens jugent les résultats très insuffisants sur le sol. Ces derniers temps, il a été beaucoup question de l'arrivée peut-être d'un nouvel acteur. Il s'agit du groupe russe Wagner. Que sait-on de ces rumeurs de négociations entre le gouvernement malien et ce groupe de sécurité russe dénommé Wagner? Je pense que dans un premier temps, il ne faut pas s'attarder à aller plus loin. Les autorités maliennes ont clairement affiché à travers le Premier ministre l'intention de diversifier les partenariats. Maintenant, le groupe Wagner a été, je le souligne, a été mentionné dans un article de Reuters. Donc, à aucun moment, les autorités maliennes n'ont officialisé cet appel, ou en tout cas cette coopération avec la société russe. Maintenant, ce qui ne veut pas dire forcément que les autorités maliennes n'ont pas fait appel à cette société, mais pour le moment, ce n'est pas officiel. Dans tous les cas, il faut souligner que la diplomatie malienne met en avant le fait de pouvoir travailler et de vouloir travailler avec plusieurs partenaires, ce qui met un peu en cause la coopération stratégique très importante entre le Mali et la France. Maintenant, ce qui est clair, c'est que les autorités françaises ont très clairement affiché et ont répété une même chose, c'est qu'elles ne travailleront pas avec des paramilitaires, avec des groupes de mercenaires, entre guillemets, comme ils les appellent. Maintenant, cette question de présence paramilitaire au Mali soulève une autre question interne, puisque là, on est sur une dimension extranationale. Sur une dimension externe, les groupes armés qui sont autour de la CMA, donc de cette plateforme de l'ex-rébellion, ou de la rébellion, si on veut, cette plateforme aussi, c'est un peu déclaré hostile à la présence de ces paramilitaires, parce que pour eux, ce sont des mercenaires qui vont aussi s'attaquer à eux. Voilà. Donc la question est un peu complexe et ça amène en fait à plusieurs compréhensions qui sont pas forcément des compréhensions qui vont dans un sens compréhensible. Donc je pense que la crispation entre les autorités maliennes et les autorités françaises sur la présence de Wagner, du groupe Wagner au Mali, va faire couler encore beaucoup d'encre, parce que la situation n'est pas encore, on n'est pas encore à la décision. Et que pensez-vous peut-être, les autorités françaises parlent de redisposition, de transformation du dispositif sécuritaire dans le Sahel. Selon vous, ce nouveau dispositif avec le G5 Sahel et peut-être des forces étrangères, à quoi est-ce qu'il va ressembler? Il faut attendre pour voir. Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont en cours et qui n'arrivent pas en fait à atteindre les objectifs souhaités. La force conjointe du G5 Sahel a beaucoup de mal en fait à se mettre en place. Il faut rappeler que c'est une initiative régionale qui est partie autour du Duptako Gourmand, donc la zone des 3 frontières, Mali, Burkina Faso et le Niger, qui a été finalement porté d'abord par l'État de la région. Cette initiative aujourd'hui est pilotée techniquement par la France, qui essaye de mettre de l'essence dedans. Mais si la France aujourd'hui est crispée parce qu'il y a cette tension avec les autorités maliennes qui n'est pas prête en fait à s'adoucir, à mon avis, le G5 Sahel aura du mal à avoir un impact, sauf si les chefs d'État de la zone essayent réellement de travailler ensemble. Et on n'est pas à ce niveau, parce que chacun essaie de se concentrer sur ses problèmes sécuritaires internes. Voilà. La coopération entre le Mali et le Niger aujourd'hui est au point mort.
il y a vraiment une crispation au niveau diplomatique. Il y a un arrêt presque, et qui ne s'explique pas. Et pourtant, qui existe. Et dans ce contexte-là, parler du G5 Sahel et de l'efficacité du G5 Sahel est plutôt pour moi difficile. Est-ce que vous pensez que le Mali est prêt à la rupture avec ses anciens partenaires pour pouvoir asseoir peut-être sa souveraineté? Le Mali, il faut surtout dire que la crise actuelle a créé un sentiment, j'ai envie de dire dans un premier temps, un sentiment souverainiste, mais qui s'explique avec une dimension très très populiste. Et peut-être ces deux mélanges qui créent le problème en réalité, parce que le souverainisme, on peut avoir une approche effectivement très objective, qui peut contenir une dimension très objective. Et ce qu'on remarque au Mali, c'est qu'il y a effectivement un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol qui n'est pas forcément pour moi réfléchi et qui en fait risque de mettre d'abord le pays à chaos et pour une reconstruction du pays, parce que c'est ça qui est en train d'être imaginé par les autorités maliennes, c'est-à-dire de refonder le pays sur de nouvelles bases. C'est qui demande en fait l'appui sans détour en fait de la population. Donc il faut répondre en fait à la population. Aujourd'hui, quand on parle de la population, on parle de Bamako. Aujourd'hui, si je parle sans statistiques, mais si on essaie réellement de partir à partir de faire une lecture à partir de l'observation, on remarquerait très bien que la politique portée par le Premier ministre actuel est une politique aujourd'hui qui est soutenue. La politique au niveau populaire et la politique mise en avant par les militaires au niveau de la transition est aussi une politique qui est soutenue sur le plan populaire. Maintenant, dire que réellement ça va apporter un plus au niveau de la souveraineté nationale ou bien qu'une récupération de la souveraineté nationale sera acquise, je ne sais pas, parce que il faut juste se rendre compte qu'une grande partie du territoire du Mali n'est pas encore sous le contrôle des autorités maliennes. Et ça, il ne faut pas l'oublier, et je pense qu'il ne faut jamais l'oublier, parce que quand on parle de souveraineté, il s'agit d'une souveraineté sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas encore le cas, et je ne pense pas que ça sera le cas dans les années à venir. Merci beaucoup, Monsieur Maïga. Je rappelle que vous étiez en ligne pour nous parler de la situation sécuritaire actuelle au Mali, notamment avec les rumeurs de négociations avec le groupe russe Wagner. Merci beaucoup, Monsieur Maïga. Merci à vous. Nous enchaînons avec la rubrique Bouillon Culture. Et si vous êtes passionné de lecture, vous avez sûrement remarqué que la plupart des politiciens n'écrivent que pour parler de leur programme électoral, contrairement aux hommes politiques d'antan qui ne perdaient pas de vue la science dans leurs écrits. Pour le professeur Mbaye-Thiam, les politiciens d'aujourd'hui doivent entretenir le débat scientifique dans les universités. Nous l'écoutons au micro de Abdourahmane Ly et Seleman Diallo. En tant qu'enseignant à l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes, le professeur Mbaye-Thiam salue cette démarche des politiciens. Depuis quelques années, ces hommes et femmes s'adonnent à l'écriture pour faire des constats et donner des solutions. C'est une excellente chose parce que cela permet au public, militant ou pas, de savoir exactement ce que veulent les hommes politiques, ce qu'ils offrent aux populations en termes de choix. Cela contribue à clarifier le débat, même si souvent ce que les spécialistes constatent de plus en plus, ce ne sont pas des livres de forte imprégnance politique et idéologique. C'est des propositions politiques que l'on fait. Des propositions politiques qui parfois n'engagent pas les partis politiques, fait remarquer le professeur Mbaye-Thiam. Mais quoi qu'il en soit, il considère judicieux l'organisation de séminaires ou de débats scientifiques à l'initiative de l'auteur lui-même pour passer au crible les propositions mentionnées dans sa production. Quand un politicien écrit un livre, l'université, qui est quand même par excellence le champ du débat, devrait pouvoir organiser des formes de séminaires scientifiques sur l'évaluation de cet ouvrage. Mais on ne le fait pas parce que dans notre pays, s'il y a une chose que nous partageons beaucoup, c'est l'absence de critique et d'autocritique. La faculté de sciences politiques doit avoir la possibilité dans ses laboratoires
dans ces écoles doctorales, dans ces séminaires, mais de pouvoir interroger les choses. Parce que c'est cela aussi, la science politique. Une tendance en déphasage avec celle d'alors. Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia, Cheikh Anta Diop, entre autres, tous écrivaient des livres avec comme dénominateur commun la science. Senghor a écrit en tant que scientifique avant d'écrire en tant que politique. Parce qu'il s'est engagé très tôt dans la défense et l'illustration de la race noire à travers sa théorie de la négritude. Et il est passé de la théorie de la négritude, qui était un débat scientifique, avec d'autres qui niaient l'existence de civilisations noires, mais c'est de là qu'il est passé au socialisme africain, qui est un projet politique. Ce n'est plus de la science. Cheikh Anta Diop, c'est la même chose. Cheikh Anta a écrit en histoire sur l'Égypte ancienne, sur l'Afrique noire, avant de prendre ses idées scientifiques et en transformer certaines en projets politiques. Des politiques qui préfèrent à la place des œuvres autobiographiques révélatrices de mots dans un pays où la majorité des populations ne lit pas dans la langue qu'ils écrivent. S'impose alors, selon le professeur Mbaye Thiam, la mise en œuvre d'une stratégie politique fine pour une appropriation plus large des productions. Bonsoir Abdourahmane. Bonsoir Moustapha Galvar Diop. Alors Abdourahmane, quelle est la pertinence de la stratégie des politiciens qui écrivent pour parler des problèmes des Sénégalais? Une stratégie très importante. Mais avant de parler de cette stratégie, ou bien pour répondre à votre question, il faut d'abord parcourir ces livres. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ces livres? Il y en a à l'appel, ces genres de livres. On peut en citer, disons, le livre Thérapie pour un pays blessé de Cheikh Bamba Dièye, Solution d'Ousmane Sonko, encore Le Sénégal au cœur du président Macky Sall. Dans ces livres, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces livres exactement? D'abord, ce sont soit des œuvres autobiographiques, soit des œuvres dans lesquelles ces politiciens font un constat pour charger le régime en place. Sinon, il y a des politiciens, bien entendu, qui proposent des solutions après avoir fait, bien entendu, ces genres de constats. Alors, la pertinence, c'est, bien entendu, essayer de faire connaître aux Sénégalais le sens, ou bien ces Sénégalais, qu'est-ce qu'ils doivent attendre de ces politiciens-là? C'est-à-dire, la plupart du temps également, on constate dans ces livres-là des programmes qui sont définis. On peut en citer beaucoup de livres qui sont, en tout cas, dans lesquels on peut retrouver des programmes de politiciens. On peut citer peut-être Solution d'Ousmane Sonko. Dans son livre, par exemple, vous pouvez constater un programme bien défini. Et puis, ce qui permet aujourd'hui aux Sénégalais, en tout cas, de comprendre la plupart du temps ce qu'ils peuvent attendre de ces politiciens-là. La vision de ces politiciens. Effectivement, la plupart du temps, c'est l'objectif recherché, si je puis dire, pour permettre aux Sénégalais, en tout cas, de mieux comprendre. Cependant, il y a une faiblesse, bien entendu, parce que, comme vous le savez, ce ne sont pas tous les Sénégalais qui comprennent la langue française, et malheureusement, ces politiciens utilisent cette langue-là pour faire connaître un peu, disons, leurs programmes ou leurs objectifs ou leurs ambitions un peu aux Sénégalais. Et malheureusement, ce n'est pas chose gagnée s'il reste, bien entendu, juste au livre. C'est la raison pour laquelle, bien entendu, le professeur Mbaye Thiam a demandé à ce qu'on étende, bien entendu, un peu, disons, le champ pour permettre à tout un chacun de s'approprier un peu de ces livres-là. Est-ce qu'il y a un contraste avec les politiciens d'aujourd'hui et ceux d'il y a quelques années? On a cité Mamadou Dia, le président Senghor ou encore Cheikh Anta Diop. Est-ce qu'il y a un contraste entre ces deux générations? D'abord, j'aimerais me permettre de parler de quelqu'un. Le dernier que vous avez cité, c'est Cheikh Anta Diop. Avant qu'il ne soit politicien, Cheikh Anta Diop était un scientifique, un scientifique de formation. Il était également un historien, un anthropologue, avant d'être politicien, s'il vous plaît. Donc ça résume tout. C'est-à-dire, les politiciens d'avant, ils étaient d'abord des scientifiques. Les gens qui ont vécu l'ancienne époque l'ont dit. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons eu à faire le constat pour avoir en tout cas feuilleté quelques pages de l'histoire. On a constaté, Léopold Sédar Senghor, le professeur Mbaye Thiam l'a dit, qui a eu bien entendu à parler un peu de la négritude. La négritude était pour Léopold Sédar Senghor une science qui est devenue par la suite, disons, un programme politique, si je peux me permettre de dire comme ça, parce que par la suite, c'est devenu un socialisme, ou bien le socialisme africain, ce qu'il a déroulé par la suite pour, en tout cas, lorsqu'il a été, excusez-moi, président de la République du Sénégal. Donc c'est important, il y a un contraste, effectivement, une différence réelle entre ces politiciens d'aujourd'hui et les politiciens d'alors.
Merci beaucoup Abdourahmane. C'est moi qui vous remercie. J'espère que vous allez bientôt écrire un livre. Je préfère continuer à lire. C'est quoi? Non, je préfère continuer à lire pour le moment. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour finir ce numéro de La Totale, la rubrique Bonne Semaine, notre reporter Aïssatou Khan s'est entretenu avec Aram Leimbeng, créatrice de Sunshine Style, qui nous fait part de sa méthode pour passer une bonne semaine. Pour elle, le secret est de s'entourer de personnes avec des ondes très positives. On l'écoute. Pour passer une bonne semaine, je me repose, entouré de ma famille, de mes frères et sœurs qui passent à la maison familiale avec mes neveux et nièces que j'aime autant. De temps à autre, je sors avec mes potes faire l'ambiance. Je suis une personne qui adore trop être avec des personnes qui dégagent que des ondes positives. Du coup, j'adore l'ambiance et ça qui me permet de passer une excellente semaine. Bon voilà, le conseil que je donne pour passer une bonne semaine, c'est déjà de se reposer, d'être entouré des personnes qui se sont chères. Moi personnellement, il y a ma famille, il y a mes amis qui me donnent la force, le courage, l'amour pour passer une excellente semaine. Bonne semaine! C'est la fin de La Totale. Merci d'avoir suivi ce numéro. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.